Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Édouard Mallett, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Si monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Édouard Mallett, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre Baron de s'étaient Courcelles. entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond,
détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Le développement naturel du commerce en Afrique fait naître le désir bien légitime d'ouvrir à la civilisation des territoires inoccupés et inexplorés, à l'heure qu'il est. Les Occidentaux, Anglais, Français, Espagnols, Portugais et depuis peu les Allemands, n'occupent que les pourtours de l'Afrique. Si la conquête du continent est à leurs yeux inexorable, ils craignent qu'elle ne rompe l'équilibre des puissances en Europe. C'est pourquoi ils veulent interdire en certains endroits d'Afrique taxes et barrières douanières, symboles criants des nationalismes qui ont occasionné tant de conflits. Le programme de la conférence s'établit donc comme suit. Premièrement, la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de ses embouchures. Deuxièmement, la liberté de circulation sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Troisièmement, les conditions de prise de possession de nouvelles terres. Bismarck ne voulait en aucun cas prendre le risque de nouveaux conflits à cause de l'Afrique. D'autre part, il ne voyait pas d'un très bon œil que l'Allemagne joue les seconds rôles aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, surtout en Afrique. Bismarck avait en vue quelques rééquilibrages favorables à la France. Il espérait pouvoir panser en partie les plaies causées par la guerre de 1870. Et l'Afrique semblait être une bonne opportunité pour cela. La France et l'Allemagne ont pensé qu'il serait utile d'arriver à un accord sur les formalités observées pour que des occupations nouvelles en Afrique soient considérées comme effectives et pour prévenir toute contestation. Sir Edward Mallet, représentant du gouvernement de Sa Majesté britannique, notre haute assemblée vous écoute. Je vous remercie, monsieur le chancelier. Messieurs, les vues de mon gouvernement s'accordent en général avec celles exprimées par le chancelier Bismarck. Mais si l'exploitation des marchés du Congo est désirable, le bien-être des indigènes ne doit pas être négligé. Ceux-ci perdraient plus qu'ils ne gagneraient si la liberté du commerce, dépourvue de tout contrôle raisonnable, venait à dégénérer. Les indigènes ne sont pas représentés en notre sein, et cependant, les décisions de la conférence auront pour eux une extrême gravité. La première phase de discussion concerne donc la liberté de commerce pour tous dans le bassin du Congo et dans ses embouchures. J'ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement de Sa Majesté y est favorable. Pas étonnant. La Grande-Bretagne ne possède aucun territoire dans les embouchures du Congo, une région convoitée par toutes les puissances. Les Portugais les revendiquent pour les avoir abordés les premiers, les Français prétendent y posséder des comptoirs et lorgnent la rive droite du fleuve Congo, le roi des Belges, la rive gauche. Les Anglais, eux, occupent les embouchures du Niger. Il y a quelques jours, ils y ont établi un protectorat qu'ils n'envisagent pas de partager. Au Niger, la liberté de navigation, hélas,
y est impraticable. Premièrement, le fleuve est en grande partie inexploré. Deuxièmement, le commerce est aux mains de tribus difficiles à contrôler. En revanche, pourquoi ne pas étendre la liberté de commerce au fleuve Sénégal ou aux Zambèzes, par exemple? Je ne sais pas ce qu'en penseraient nos amis portugais et nos amis français. Mais en tant que représentant de Sa Majesté britannique, je suis autorisé à discuter pareille extension. Le Portugal a des possessions autour du Mozambique, la France autour du fleuve Sénégal. Deux puissances déterminées à ne rien céder. Monsieur Courcelles? Bien. Messieurs, plutôt que de rentrer tout de suite dans le cœur des débats, je propose que nous ajournions et que nous nous retrouvions mercredi prochain à la même heure. La séance est levée. L'Afrique est le dernier des continents inviolés. Pendant des siècles, les Occidentaux ont commercé des esclaves sur ses côtes. Aujourd'hui, c'est l'intérieur du continent qui est l'objet de toutes les attentions. Jules Ferry, président du Conseil, etc., etc. Après des déclarations empreintes de ce libéralisme humanitaire si cher à la nation anglaise et qui voile à ses propres yeux l'ampleur de ses ambitions, Monsieur Mallette s'est dit autorisé d'étendre à tous les fleuves d'Afrique le régime de libre circulation. Sur le Niger, l'attitude anglaise témoigne d'un exclusivisme et d'une âpreté qu'aucune précaution de langage ne tempère. Il faut donc s'attendre à d'assez vives discussions. Et la conférence devra se résigner à faire d'assez notables concessions face aux protestations de l'Angleterre. Signé Baron de Courcelles. Les Anglais ne veulent pas établir de frontières à ce moment-là, car ils ne cherchent pas à contrôler politiquement ces régions. En revanche, ils tiennent à avoir une certaine influence sur la plupart de ces États. Et il faut garder à l'esprit qu'il y a des États assez puissants en Afrique de l'Ouest et dans certaines parties de l'Afrique centrale. L'idée des Anglais est de travailler avec eux. C'est beaucoup plus économique, beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Exercer une autorité directe serait un fardeau énorme. Mais une fois que la ruée sur l'Afrique est lancée, les Anglais sont obligés de tracer des frontières avec leurs rivaux, les Français et les Allemands, entre autres. La conférence, qui ne souhaite pas heurter la Grande-Bretagne en abordant la question du Niger, s'ouvre sur la question du fleuve Congo. Un problème qui va révéler les féroces rivalités entre Occidentaux. Messieurs, le chancelier Bismarck souffrant m'a confié l'éminente tâche de présider cette commission. L'avis du Portugal, qui a une très longue expérience de l'Afrique, serait très utile à notre haute assemblée. Je donne la parole à monsieur le marquis de Penafiel, qui nous arrive de Lisbonne. Merci, monsieur le comte. Messieurs, le gouvernement de Sa Majesté très fidèle, le roi du Portugal, partage l'intention d'instaurer la liberté de commerce dans les bassins et les embouchures du Congo.
lorsque le Portugal aura établi une administration régulière sur la côte, entre les 5 degrés 12 et les 8 degrés de latitude sud, territoire incorporé à titre incontestable à la couronne du Portugal. Les Portugais se redécouvrent une passion pour l'Afrique, un continent qu'ils avaient découvert au XVe siècle, sans jamais réellement s'y installer. N'oubliez pas, messieurs, que le Portugal a introduit le germe de la civilisation en Afrique. De la civilisation et de la traite des esclaves. Je vous remercie, Monsieur le Marquis. Les délégués américains Casson et Sanford seraient-ils disposés à communiquer à cette Assemblée les positions du Nouveau Monde? With pleasure. Gentlemen, prior to 1874, vast swathes of Central Africa, including much of the more hospitable interior, was completely unexplored. An American citizen, Henry Morton Stanley, renowned for his intelligence, his courage, his intrepidity, and his skill as an explorer, resolved, as far as is possible, to shine the light of civilization on these unknown lands. My government would be in favor of any agreement which rendered these lands neutral and which protected them from armed attack. And to that... Je rappelle à tous les délégués qu'il est d'usage que nos communications soient données en langue française, conformément aux règles de la diplomatie internationale. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vous en prie. À cette fin, une association internationale a été établie sous le haut patronage d'un philanthrope européen. Je parle évidemment de Léopold II, roi des Belges. Messieurs, je voudrais rappeler les phrases mémorables prononcées par le roi Léopold II il y a 8 ans, lorsqu'il convoqua les plus grands géographes de son temps. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ouvrir à la civilisation la seule partie de notre globe où elle n'est point encore pénétrée, percer les ténèbres qui enveloppent des populations entières, c'est, dit le roi des Belges, une croisade digne de notre siècle de progrès. C'est ainsi que fut lancée sur les fonds baptismaux l'Association internationale du Congo, chargée de mener à bien ces nobles objectifs. Dans l'histoire de la colonisation du Congo, Léopold II s'est dit « on va voir s'il y a quelque chose à faire en Afrique » parce qu'il vient de subir des échecs en Chine et aux Philippines. Et comme il ne parvient pas à trouver un domaine colonial, il se dit « bon, on va chercher quelque chose, on va voir ». Ce qu'il y a de très frappant, les ressources qui ont fait la fortune de Léopold II n'ont été découvertes que bien après la création de l'État indépendant du Congo. L'idée était de mettre en place un certain nombre de postes le long du fleuve Congo, dans un but scientifique d'une part, et d'autre part pour mettre fin au commerce des esclaves. Ces postes étaient aussi censés offrir l'hospitalité aux Européens qui allaient s'installer et faire prospérer ces endroits. Il y a, disons, apparemment, une entreprise à caractère civilisateur, un caractère philanthropique. Alors, je ne dirais pas qu'il a agi avec une hypocrisie totale, mais le but fondamental était un but économique de recherche de débouchés commerciaux et éventuellement de ressources nouvelles. L'Association internationale du Congo a négocié en parallèle à l'époque où se met en place la conférence de Berlin, a négocié des traités bilatéraux faisant reconnaître sa souveraineté sur des petits territoires. Et le roi Léopold II ajouta « Je ne suis pas guidé
par des vues égoïstes. Mais je n'irai pas jusqu'à affirmer que je serais insensible à l'honneur que Bruxelles devint le quartier général de ce mouvement civilisateur. Henry Sanford est un des membres fondateurs de l'association de Léopold II. C'est lui qui a fait reconnaître par les États-Unis la souveraineté de l'association sur une partie de l'Afrique centrale, c'est-à-dire comme un nouvel État. L'Association internationale du Congo a obtenu des souverains indigènes des accords écrits. Les chefs traditionnels africains, analphabètes, ont été bien incapables de comprendre les traités qui les dépossédaient de leurs terres. Leur signature, de simple croix, en témoigne. Le président des États-Unis a reconnu l'Association internationale du Congo ainsi que le drapeau qu'il a adopté. Il s'agit donc de donner la plus grande expansion à la délimitation de ce territoire. Ce nouvel État, celui de l'Association internationale du Congo, montrera au Nord que le gouvernement et la civilisation de la race blanche signifient pour eux paix et liberté. Voilà ce qu'on enseignait aux petits écoliers français pendant la conférence de Berlin, donc en 1885. C'est Paul Bert qui écrit « Les peu intelligents n'ont jamais bâti que des huttes, parfois réunies en assez grand nombre pour faire une ville. Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont cependant pas les derniers des hommes. Il faut mettre, après eux, comme intelligence, les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Bien au-dessus du nègre, nous élèverons l'homme à la peau jaunâtre. Mais la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire et à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons, c'est la race blanche. » Pour classer cette diversité humaine qu'on rencontre aux quatre coins du globe, on se passionne pour l'étude des crânes et c'est censé ouvrir la clé à tout. C'est censé être la clé pour prouver les théories évolutionnistes, c'est censé être la clé pour comprendre les diversités de développement économique et technologique. On étudie les crânes, on court après les crânes, on les déterre, on les étudie, on les mesure. Et assez vite, les premières mesures montrent que les cubages des crânes des populations africaines sont inférieurs à celles des populations européennes. Bon, mais il y a aussi des contre-exemples, c'est pas d'une évidence, mais finalement l'interprétation de ces résultats se fait dans un sens, c'est-à-dire dans le sens des imaginaires de l'époque. Donc c'est cette démarche scientifique qui va finalement se greffer sur des idées anciennes de hiérarchisation, depuis l'esclavage, depuis la rencontre avec l'autre, on a vu des différences et on légitime la domination par le biais des postulats scientifiques. Comme elles sont, leur cerveau n'a pas la même configuration que la nôtre, elles sont dans l'incapacité à elles-mêmes évoluer. Elles ont besoin donc du colonisateur qui va les aider à évoluer jusqu'à certaines limites. Les discussions s'annonçant compliquées, des séances techniques sont instaurées pour désamorcer les problèmes. Bismarck, qui à la suite des États-Unis a reconnu l'association de Léopold II comme un État, propose que ces séances soient présidées par le baron de Courcelles. Un geste qui le préserve à bon compte de l'inimité de la France. Messieurs, chers amis, je crois qu'il serait sage que nous répondions en premier lieu à une question simple. Comment définir ce bassin du Congo? Vous conviendrez avec moi que les premiers à devoir s'exprimer sur cette question soient les délégués belges.
Merci, Monsieur le Président. Votre monarque, Léopold II, manifeste un tel intérêt pour la région. En effet. Cher baron de Courcelles, messieurs les plénipotentiaires, le bassin du Congo est borné au nord par les bassins de l'Ogooué, du Benaï, du Chari et du Nil. À l'est, par le lac Tanganyika. Au sud, par le bassin du Zambèze et celui de la Lodgé. Mais si la Commission désirait offrir au commerce international un territoire plus vaste, il faudrait alors trouver une formule plus générale que cette simple définition géographique du bassin du Congo. Merci, monsieur le baron. La question de la définition du bassin du Congo va empoisonner la conférence. La France, notamment, craint que ses possessions du Gabon ne soient absorbées dans un Congo élargi. Désormais, chacun abat ses cartes. Les représentants américains ont invité monsieur Stanley à venir nous éclairer de ses connaissances. Stanley est l'explorateur le plus populaire de son temps. C'est lui qui a découvert le Congo et l'a fait connaître au monde entier. Monsieur Henry Morton Stanley, c'est un très grand honneur pour notre Haute Assemblée de vous accueillir en son sein. Baron, messieurs, je suis très honoré. Thank you. Stanley est depuis des années le salarié de Léopold II. Il revient d'un séjour de 4 années passées au Congo. Gentlemen, it gives me great pleasure to show you some illustrations of my journeys into the Dark Continent. First, I circumnavigated Lake Victoria. Until I reached the Atlantic Ocean. Gentlemen, I solemnly declare to you that along a journey of 7,600 miles, I never saw the flag or any emblem or symbol to indicate that I had come across civilized power or authority. Berlin a lieu à un moment où l'Occident, les puissances occidentales ont beaucoup de mal à percevoir en l'Afrique quelque civilisation que ce soit. La culture occidentale, à l'époque de Berlin, est encore hantée par la question de l'immortalité et de l'éternité. Et sa manière de répondre à la question de l'immortalité et de l'éternité, depuis toujours, a été de s'écrire cette culture elle-même et d'écrire cette culture dans des structures, dans la pierre, si vous voulez, dans le marbre et la pierre. Or, ce n'est pas le cas ici. Et donc, il est très facile de conclure, puisqu'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de bibliothèque, donc il n'y a pas de civilisation. Stanley avait été recruté par Sanford. C'est lui qui va guider l'explorateur pendant la conférence. Avec un seul objectif, que Stanley persuade l'Assemblée d'élargir le plus possible le bassin du Congo. Les directives viennent directement de Léopold II. The conference is to meet in Berlin to examine the question of the Congo and to lay down binding rules to follow henceforth of taking possession of territory in Africa.
Germany is well disposed towards us. Germany intends to take a considerable portion of the monopoly of the trade in the Congo. France leans a little to the side of Portugal, so it'll be best not to mention that in your speeches. The King thanks you for the trouble you have taken in charge of the Congo. Signed, your friend Leopold II. Messieurs, l'intervention du délégué technique américain portera sur la liberté commerciale totale, ouverte à tous, et sans droit de réserve de souveraineté. Gentlemen, there is a problem. The Congo has no fluvial delta. It issues into the Atlantic Ocean in one unique stream, but it influences territories both southwards and northwards. The commercial border is even far larger. The main exchange market all across Central Africa is 325 miles up the Congo from the sea. But you cannot go to the ocean by boats because of a series of large and dangerous falls. You have to use different ways to export iron, ivory, and rubber. One example could be using the Ogoué River. L'Ogoué coule au cœur du Gabon, territoire revendiqué par la France. The Congo influences a much larger territory than is comprised within the geographical basin. You can easily get what it defines, what I call the commercial basin of the Congo River. Gentlemen, it is so important for the future. The Congo should produce a trade worth £10 million annually. Merci, Monsieur Stanley. Les rapides étant un obstacle au développement du commerce, les échanges actuels au Congo laissent-ils penser qu'il serait raisonnable de construire un chemin de fer entre Stanley Pool et l'océan? The goods required by the French settlements, by the Association Internationale du Congo, and the native caravans require a railway. According to my calculations, if they were to pay for the railway the same price as now used for human transport, it would be sufficient to bring a return of 5% on a capital of £860,000 needed for the construction. Stanley donne des estimations sur les taux d'intérêt que l'on peut attendre d'un retour sur investissement. Il n'avait aucun moyen de faire ces calculs. Et il ne connaissait pas réellement le potentiel du bassin du Congo et de ses ressources. Je le soupçonne donc d'avoir sorti ces chiffres de son chapeau pour impressionner son auditoire et le convaincre de l'importance du bassin du Congo. Il faut se rappeler qu'au début, c'était censé être une zone de libre-échange. Donc ce marché devait être ouvert à tous. Stanley représente les intérêts de Léopold II en définissant ce qui était appelé le bassin commercial. Bien évidemment, il devait être immense. Gentlemen, I would propose within the following limits. At the Atlantic Ocean, at latitude 1 degree 25, a line should run along east to longitude 13 degrees 30, thence north along the meridian of 13 degrees 30 to north latitude 5 degrees. Thence easterly over to the waters flowing into the Tanganyika
and Lake Victoria until the ocean at 7 degrees 50 south. Gentlemen, I respectfully submit that the more unrestricted this spacious commercial territory should be, the sooner it'll be subjected to the influences of Christian civilization and commerce. Thank you. Stanley propose, pour éviter les rapides sur le Congo, de passer par les possessions françaises autour de l'Ogooué au Gabon. Une solution beaucoup moins coûteuse que de construire un chemin de fer jusqu'à l'océan. Le baron de Courcelles n'est pas d'accord. L'Afrique, avant d'avoir été conquise, sert déjà de monnaie d'échange aux Occidentaux. Sir Édouard Mallette, n'hésitez pas à nous faire partager vos impressions. Comment la couronne britannique réagit-elle à cette proposition de bassin commercial étendu? Les idées de Mr. Stanley sont incontestables. Il existe entre les colonies françaises du Gabon et portugaises d'Angola un littoral libre au commerce du monde. Mr. Stanley propose qu'il constitue le littoral commercial du bassin du Congo. Cette délimitation est dans les intérêts du commerce universel. Permettez-moi, cher ami, de partager avec vous les nobles objectifs du développement du commerce universel sans pour autant en partager la mise en œuvre. Je suis le seul autour de cette table à connaître à la fois le Gabon et le bassin du Bas-Congo, puisque j'y ai accompagné en 1880 Savorgnan de Brazza. Brazza est le concurrent français de Stanley en Afrique centrale. Sa légende, sans tirer un coup de feu et sans mandat de conquête, il a gagné un territoire grand comme la France sur la rive droite du fleuve Congo. Souvenons-nous du roi Makoko lorsqu'il signa l'accord qui le plaçait, lui et son peuple, sous la protection de la France. Messieurs, j'aimerais apporter ici une précision d'ordre géographique d'importance. Regardez ces montagnes. De toute évidence, l'Ogooué ne peut servir de débouché au fleuve Congo à l'ouest. Le seul débouché ne peut être que le fleuve lui-même. Bassin géographique et bassin commercial du Congo doivent être identiques, ce qui est le bon sens même. The Ogooué River must also be considered as a stream belonging to the commercial basin of the Congo. In 1881, I received from Monsieur de Brazza a letter in which he strongly recommended that I use this route to send officers incapacitated by illness. He judged the Ogoni River to be shorter than that of the Congo to the sea. I'm bound to take Monsieur de Brazza's own written statement as indisputable proof of the correctness of my assertions. Thank you. Mes chers amis, vous m'excuserez de calmer votre enthousiasme. Mais en tant que représentant du Royaume d'Italie, j'aimerais faire une remarque. Il n'est pas possible de fixer, même avec les connaissances uniques de M. Stanley, les limites du bassin commercial du Congo. Regardez ces cartes. Trop de zones blanches, trop d'imprécisions, trop d'inconnus. Comblons ces lacunes et ensuite fixons les limites. Messieurs, je vous propose que nous reprenions nos travaux. Vous êtes d'accord avec ce genre de choses? Sa Majesté Léopold II. Intervention Stanley. Réussite totale. Portugais et Allemands avec nous. Votre dévoué serviteur, Henry Sanford. À Jules Ferry, président du Conseil. Un accord urgent a été conclu entre l'Allemagne et le roi Léopold II avant le début de la conférence au sujet des frontières du Congo. Ils ont tracé une carte, je vous l'envoie. L'Association internationale de Léopold revendique la rive droite du Congo conquise par Brazza. Bismarck est surpris de l'étendue de nos possessions gabonaises. Le désir de l'Allemagne est que le territoire de l'Association internationale sur le littoral soit le plus vaste possible, afin d'obtenir le maximum de points d'accès à l'intérieur du Congo. La France est très isolée sur ses positions.
Signé Baron de Courcelles. Trouvez le moyen de rapporter en urgence ce qui suit au chancelier Bismarck. La France est convaincue que le roi des Belges a vu trop grand et qu'il sera incapable de mener à bien l'entreprise qu'il projette au Congo. Aussi a-t-elle signé un accord secret avec lui. S'il échoue, le territoire reviendra automatiquement à la France. Le but de Léopold II, donc, à la conférence de Berlin, est d'essayer d'obtenir que les autres puissances, et en particulier la France, l'Angleterre, et dans une moindre mesure, mais tout de même le Portugal, se rallient à cette solution que Bismarck avait déjà acceptée. Là, donc, c'est son objectif pour la conférence de Berlin. C'est l'exemple typique où on le voit saisir une opportunité et s'insinuer dans cette opportunité et essayer d'occuper une position qui va satisfaire les principaux rivaux. Messieurs, chers amis, Monsieur Lambermont a une déclaration à vous faire. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, le roi des Belges demande la plus grande extension possible au territoire offert au libre commerce. Si sa limite est facile à fixer sur la façade atlantique, il n'en va pas de même en Orient, où nous sommes favorables à son extension vers l'océan Indien. Permettez, messieurs, l'extension vers l'Est s'écarte un peu de l'objet de la conférence. Je dois en référer à mon gouvernement. Bien au contraire, la liberté de commerce au centre de l'Afrique autorise que l'on discute de son accès par toutes les portes, à l'Est comme à l'Ouest. La proposition du gouvernement des États-Unis est la suivante. À l'Ouest, qu'on retienne la proposition de M. Stanley. À partir de 5 degrés de latitude nord, vers l'Est, jusqu'à 1 degré géographique de l'océan Indien. Et puis, une ligne parallèle à la côte, jusqu'aux Zambèzes. Et de là, la ligne de partage des eaux Zambèze-Congo vers l'Atlantique. Les diplomates font peu de cas des Africains. Pour preuve, personne ne s'offusque de la proposition ubuesque d'un tracé à 1 degré de la côte orientale. Au nom de l'Empire allemand, je me rallie aux vues de M. Kesson. Permettez-moi, messieurs, d'apporter une petite précision. Je suis autorisé par mon gouvernement à envisager l'hypothèse de l'extension vers l'est du bassin du Congo, mais non à conclure sur ce sujet. Monsieur Casson, je vous signale qu'à l'est, l'extension que vous proposez touche aux possessions portugaises. Je dois en référer à Lisbonne. À l'ouest, par contre, le gouvernement portugais est favorable à ce que les territoires de l'association s'étendent jusqu'à la rivière Ogoué, au Gabon. Et pourquoi ne pas y inclure également les terres entre le Gabon et l'Angola? Je voudrais faire observer que le territoire français du Gabon comprend des possessions au sud de l'Ogoué. J'attends précisément des renseignements sur leurs limites méridionales qui devront bien entendu rester en dehors de ce débat. Et de quelle façon la France administre-t-elle l'Oango, par exemple? La France administre l'Oango. Mais je dois admettre que j'ignore, à l'heure qu'il est, comment cette possession se rattache au Gabon. Messieurs, revenons, si vous le voulez bien, sur la délimitation est du bassin commercial. Je forme le vœu que cette extension soit la plus large possible.
Et je trouve acceptable l'esquisse proposée par M. Casson. D'accord. Mais sous réserve des droits des souverainetés existantes. Mais elles ne sont que côtières. C'est pour ne pas les léser, justement, que j'ai mis dans ma proposition une limite à 1 degré à l'ouest de la côte. Messieurs, les droits de souveraineté du Portugal et du sultan de Zanzibar doivent être pris en considération. Ce dernier n'étant pas représenté, nous ne pouvons accepter de délimitation approximative. Je propose que nous ne fixions pas de limite. Disons jusqu'à l'océan Indien, sous réserve des souverainetés existantes. Les plénipotentiaires qui siègent à Berlin sont inconscients. Ils sont inconscients et ignorants. Ils se croient bien informés sur une situation qui leur échappe totalement. D'abord, les populations africaines ont leur culture, leur civilisation, leur manière d'être. Et ce n'était pas tellement évident que les questions qu'ils considéraient à leur niveau comme étant les plus importantes étaient celles qui préoccupaient les Africains à ce moment. Ils ont transposé sur les Africains leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs problèmes. Messieurs, s'il vous plaît, un peu d'attention. Je vous invite à écouter le témoignage d'un conseiller technique convié par la délégation allemande. Monsieur Adolf Wehrmann, de la société commerciale Wehrmann, fondée par mon père. Nous sommes installés sur les côtes africaines depuis plusieurs dizaines d'années. Nous possédons 12 voiliers et un steamer qui font la ligne depuis Hambourg. Nous ne transportons que les fruits de notre négoce, mais nous en sommes fiers. Autant dire que nous connaissons très bien l'Afrique. Je voudrais dire en préambule que je n'aborderai le sujet que sous un angle commercial. La forme prédominante du commerce en Afrique est le troc. Tout le long du Congo, l'unité de valeur très spécifique s'appelle le mas. Il serait plus juste, au lieu de parler du bassin commercial du Congo, de parler de l'ensemble de l'Afrique équatoriale. Quand les Portugais ont adopté un système de taxes spécifiques sur leurs côtes, en Angola, le commerce s'est déplacé ailleurs, au détriment de l'administration portugaise. Donc si vous, messieurs les Français, excluez la rivière Ogooué, au Gabon, de la zone de libre-échange, le commerce sur l'Ogooué mourra. Et c'est le Congo qui le récupérera, pour la même raison que précédemment. Il est donc dans les intérêts de la France que la rivière Ogooué fasse partie d'un territoire offert à la liberté commerciale. C'est uniquement lorsque ces points ont été pris en compte que le monde civilisé pourra tirer bénéfice de ces immenses territoires, dont Stanley a si bien décrit les richesses. Merci, Monsieur Wehrmann. Messieurs. C'est Wehrmann qui, un an plus tôt, avait convaincu Bismarck de se lancer dans l'aventure coloniale. Il ne représentait pourtant qu'une poignée de commerçants de Hambourg qui n'employaient eux-mêmes que quelques dizaines de Blancs en Afrique. Bismarck n'était pas particulièrement intéressé par l'Afrique, mais il voyait bien qu'il était important de défendre les intérêts allemands sur ce continent. Il a donc essayé, avec le minimum de moyens possibles et sans causer de dommages diplomatiques ou politiques, de préserver et d'organiser les intérêts des commerçants et des autres Allemands que l'Afrique attirait. Bismarck a cédé aux pressions des commerçants et à celles des nationalistes allemands sur le fait que l'Allemagne devait aussi avoir des colonies.
Car le véritable sujet, c'était qu'une grande puissance se devait d'avoir des colonies, comme la France et l'Angleterre. L'enjeu n'était pas seulement l'Afrique, mais simplement d'avoir des colonies. C'était une chose normale. Il ne s'agissait pas d'une mission civilisatrice ou de répandre le christianisme. La conférence prend peu à peu l'allure d'une réunion de copropriétaires vétilleux. Les diplomates, prisonniers de leur nationalisme, se mutent en greffiers de l'histoire. Messieurs, ils auraient pu en être les acteurs visionnaires. Je voudrais vous faire part d'une information transmise par mon gouvernement et qui va, je l'espère, dans le sens des souhaits de la Haute Assemblée. Le baron de Courcelles fait des concessions sur le Gabon dès qu'il apprend que le Royaume-Uni s'apprête à accepter la liberté de commerce sur le fleuve Niger. La France accepte le principe de liberté commerciale dans tout le bassin du Congo, y compris dans les possessions françaises autour du Stanley Pool et dans le bassin de l'Alima. Cependant, elle se réserve le droit de souveraineté dépendant de la colonie du Gabon. Monsieur de Courcelles, je tiens, moi, à vous rappeler que le Portugal a des intérêts dans les environs du 5 degré 12. Je suis également autorisé à concéder par principe la liberté commerciale entre Sétégama et le 5 degré 12 de latitude sud. Je voudrais faire observer qu'une partie des territoires visés par monsieur l'ambassadeur de France appartient déjà, en vertu d'accords passés, au régime de la liberté commerciale. Une petite partie seulement. Je propose de reporter la limite au nord de la rivière Massabé. Concernant la frontière nord, je demande officiellement à ce qu'elle s'étende jusqu'à Fernand Vaz, c'est-à-dire 50 km plus au nord. Je ne sais si mon gouvernement acceptera. Acceptez-vous de transmettre notre demande à votre gouvernement? Je ne m'y oppose pas. Je fais le vœu qu'avant la fin de notre conférence, vous annonciez que cette limite est repoussée jusqu'à Fernand Vaz. Au nom du gouvernement allemand, je m'associe au desiderata de Sir Edward Mallet. J'étais d'accord avec vous pour l'Est du Congo. Le sultan de Zanzibar est un souverain qui compte. Les Anglais m'ont assuré qu'ils auraient les faveurs des Français sur l'Égypte en échange d'appui à Madagascar ou en Chine. On ne peut rien bâtir de solide avec les Anglais à partir de telles considérations. Les Anglais pensent que depuis des années, la France est dans une situation mineure. C'est inexact. Ce qui paralyse la France, c'est la croyance qu'elle a des mauvais desseins de l'Allemagne à son égard. Rien n'est plus faux. Je désire qu'elle obtienne des satisfactions dans toutes les directions possibles. Excepté celle du Rhin. L'idée que l'Allemagne veuille du mal à la France n'est pas seulement répandue chez nous. Elle entraîne les Anglais à abuser de la situation au profit de leurs propres intérêts. Mais je désire rester en bon rapport avec l'Angleterre et avec la France. Concernant les rapports franco-allemands, notre ligne est de substituer à la politique du ressentiment celle des intérêts. Aux yeux de notre opinion dans l'affaire du Congo, nous donnons beaucoup et nous recevons peu. Mais l'Afrique est un sujet mineur. Faisons preuve d'une indéfectible alliance et les résultats sont visibles. Quant à la France, je continuerai à faire la cour à cette dame capricieuse. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. La position de Bismarck est un chef-d'œuvre de diplomatie. Il désire jouer de mauvais tours à l'Angleterre, mais par notre intermédiaire. Une fois l'Angleterre brouillée avec la France, il s'en lavera les mains. Quant à l'association internationale de Léopold II, ses agents ont circonvenu Bismarck afin de lui faire croire en l'énormité de nos prétentions. Sachez par ailleurs que l'Alsace-Lorraine reste en dehors de nos discussions.
Je ne vous parlerai jamais de l'Alsace et je dis à Hatzfeld, mais de votre côté, évitez de repasser le fer dans la plaie parce qu'alors la nation française ne serait pas maîtresse de ses réactions. En coulisses, le président de l'association de Léopold II, le colonel Stroh, tente de convaincre les pays présents à la conférence de reconnaître l'association comme un État. Il met en avant la mission civilisatrice et les opportunités commerciales qu'elle propose. La vision qui s'impose, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'aller chercher des matières premières, d'aller chercher des choses qui nous intéressent en Afrique, et le fait de les civiliser. C'est-à-dire que la mission civilisatrice qui s'instaure qui est théorisée par Jules Ferry, ils sont dans l'incapacité de se développer par eux-mêmes, donc ils ont besoin de nous, Européens, pour qu'on leur apporte la civilisation. Attention, pas trop vite, ou une certaine civilisation, il ne faut pas qu'ils avancent trop vite, donc on est là pour longtemps. C'est pas du tout contradictoire avec le fait les intérêts sont conjoints. Les intérêts des Européens, c'est d'aller chercher des choses intéressantes en Afrique, et l'intérêt des indigènes, c'est qu'on leur apporte, on leur permet de se développer, d'avancer dans la civilisation. Après plusieurs réunions techniques, un tracé définitif du territoire offert au libre commerce est enfin proposé. C'est justement le délégué belge qui est chargé de l'exposer. Le territoire offert au libre commerce sera délimité par les crêtes du Nil au nord, du lac Tanganyika à l'est, du Zambèze et de la Lodgé au sud. Pour la première fois, les Occidentaux s'offrent au cœur de l'Afrique un territoire à exploiter, tracé à la règle et au cordeau, au milieu des peuples, sans même savoir ce qu'ils recèlent. La Commission émet le vœu que le territoire offert au libre commerce soit étendu jusqu'à l'océan Indien, sous réserve du respect des droits des souverainetés existantes. Toutes les nationalités auront accès à tout le littoral des territoires définis, ainsi qu'à toutes les eaux du Congo. Les marchandises apportées seront affranchies de droits d'entrée et de transit. Donnez-vous votre assentiment, messieurs, à cette définition? Merci, messieurs. Dans les semaines qui suivent, les diplomates vont s'assurer de la neutralité en cas de guerre du territoire offert au libre commerce, de protéger les missionnaires et même de garantir le libre passage du télégraphe et du courrier. Le temps vient ensuite de faire le bien, comme on le faisait à la fin du XIXe siècle, avec hauteur et commisération. Nous sommes tous des êtres humains, mais certains sont supérieurs aux autres. Et ceux qui sont inférieurs ont besoin d'être grandis. Le seul moyen de les grandir est de les baptiser et de les éduquer selon le modèle européen. Cela fait partie de l'idéal chrétien de dénoncer les problèmes engendrés par l'alcool. La question de l'alcool et des spiritueux a donc été un sujet central à la conférence de Berlin. Au final, qu'ont-ils décidé? Rien du tout. Car vous ne pouvez pas empêcher les Européens de vendre de l'alcool partout, d'une manière ou d'une autre. Dans les archives de la conférence, les échanges sur l'alcool sont particulièrement édifiants. Notre Assemblée devrait se saisir d'un objectif qui tient particulièrement à cœur à notre souverain Léopold II. L'avenir et le salut des races indigènes du centre de l'Afrique. Moi qui ai vécu en Amérique centrale, je puis témoigner du désespoir des prêtres chrétiens qui s'efforçaient d'imprimer aux Indiens le sceau de la civilisation,
alors que ces derniers s'abîmaient dans l'alcool et les liqueurs fortes. En Amérique du Sud, dans les plantations, j'ai observé les ravages opérés par l'alcool sur les races noires. Et plus précisément sur celles enlevées à l'Afrique centrale. Aucun mot ne pourrait décrire avec justesse ce que mes yeux ont vu. Le ne succombe pas seulement physiquement à l'ivrognerie, il y succombe moralement. Alors je vous le dis, les races indigènes du Congo seront sobres, ou bien elles ne seront plus. Si les puissances ne sauvent pas le de ce vice, on fera de lui un monstre qui dévorera l'œuvre de la conférence. Les puissances doivent s'entendre pour interdire le commerce de l'alcool. Je m'associe volontiers au baron Lambermont et à son noble objectif. Une telle proposition dépasse de loin le champ de la conférence. En effet, cette mesure est du ressort des souverainetés locales. C'est là une tâche de police. La Commission aura du mal à s'accorder, incluant une phrase prévoyant des négociations ultérieures entre les puissances en vue de combattre les abus de spiritueux. Personne n'est dupe. Ces négociations ultérieures n'auront évidemment jamais lieu. Oui, c'est vrai, la question de l'alcool en Afrique est délicate. Les spiritueux y remplacent toute autre forme de monnaie. Ils sont le principal instrument des échanges. Enfin, j'ai rempli un devoir de conscience en présentant ma motion. Je m'en remets à votre sagesse quant aux mesures effectives qui seront prises. Monsieur, les considérations morales m'incitent également à vous proposer d'interdire l'importation des fouets, des kangs et de tous les instruments de supplice dont se servent les propriétaires d'esclaves. Et à ces propos, je pensais que c'était dans l'intérêt de cette haute assemblée de vous les présenter. Alors, si vous voulez bien... Est-ce que vous savez que Sir Edward Mallet propose que la traite des nègres et le commerce qui fournit des nègres à la traite soit interdit? Sir Edward Mallet, j'approuve vivement votre projet. Je voudrais vous citer M. Stanley qui dit « En Afrique centrale, l'esclavage est une institution domestique. Les esclaves sont au service de leurs maîtres depuis des générations. » L'abolition de l'esclavage est la grande cause du XIXe siècle. Seul le Brésil n'a pas encore aboli. La proposition britannique de Sir Edward Mallet vise deux formes du commerce des esclaves. Premièrement, la traite des nègres qui se fait par la mer. Et deuxièmement, le commerce qui fournit des nègres à la traite. La traite est déjà interdite, mais le commerce n'est lui l'objet d'aucune législation particulière, etc., etc. Sir Edward Mallet, votre proposition ne prend-elle tout son sens que si elle est appliquée dans le monde entier? Effectivement, c'est là l'esprit de ma proposition. Dans ce cas, elle revêt une extension imprévue de l'objet de cette conférence. Référons-en à nos gouvernements. Préparons un acte applicable dans le monde entier et séparons-le de l'acte final de la conférence. 6 millions d'esclaves noirs affranchis vivent aux États-Unis. Nous sommes donc particulièrement sensibles à cette question. Et nous aimerions aller plus loin. Interdisons aux traitants asile ou refuge sur nos territoires. Votre proposition pose de sérieuses difficultés juridiques. En France, un citoyen ne saurait être banni d'un territoire de la République. Un gouvernement ne peut tolérer qu'un traitant exerce son infâme métier de son territoire. Je ne mets pas en doute la légitimité du but poursuivi. Faisons étudier la question par un criminaliste. Monsieur, ma proposition est la suivante. Premièrement, trouver un accord entre nos puissances pour surveiller à tour de rôle les côtes qui ne sont pas encore civilisées. Deuxièmement, créer un tribunal au Congo pour juger les capitaines des bateaux saisis. Ces deux propositions généreuses du représentant espagnol ne seront plus jamais évoquées. « 50 000 esclaves sont vendus chaque année à Zanzibar, à destination du Moyen-Orient. Un paradoxe, car le sultanat de Zanzibar est protégé par l'Angleterre, à l'époque pays le plus abolitionniste.
Les relations entre la Grande-Bretagne et Zanzibar étaient compliquées. Au cours du XIXe siècle, les Anglais avaient usé de leur influence pour faire signer au sultan de Zanzibar plusieurs traités lui faisant promettre de ne pas exporter d'esclaves. D'un autre côté, les Anglais contrôlaient très peu l'intérieur du territoire. Pour eux, l'État de Zanzibar était la seule puissance d'Afrique de l'Est. Elle contrôlait la région et assurait le maintien du commerce légitime, mais aussi celui des esclaves. On pourrait appeler ça de l'hypocrisie de la part des Anglais ou tout simplement du réalisme. Messieurs, je vous propose d'écouter maintenant M. Ballet de la délégation française qui va nous faire part de son projet de rédaction de l'article concernant l'esclavage. Monsieur Ballet. Merci, Monsieur Pusserov. Messieurs, j'aimerais soumettre à l'Assemblée 2 articles qui sont les suivants. Article 1er. Les territoires du bassin du Congo ne pourront servir ni de marché, ni de voie de transit pour la traite des esclaves. Article 2. Les puissances s'engagent à employer tous leurs moyens pour mettre fin à ce commerce et à punir ceux qui s'en occupent. Monsieur Ballet, je vous remercie. Merci. Je crois, au nom de notre Haute Assemblée, que nous pouvons accepter cet article. Oui. Cela dit, messieurs, les fêtes de fin d'année approchant, il me paraîtrait opportun de suspendre nos réunions. Au nom de l'empereur, du chancelier Bismarck et de mon gouvernement, bonne fête à tous. Notre question centrale, généralement associée à Berlin, c'est celle de l'esclavage. Et dont le projet colonial est constamment en train de négocier des tas de contradictions. Mais les colons, ils sont coincés. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils veulent mettre fin à l'esclavage. Et donc, ils ne peuvent pas reproduire l'esclavage. De l'autre côté, ils ont très peur du travail libre. Et donc, ils adoptent une solution intermédiaire qu'est le travail forcé. Un travail qui n'est pas payé, qui n'est pas rémunéré, alors que l'on n'est pas esclave. On comprendrait si on était des esclaves. Et donc, le travail forcé, il a servi à une ou deux choses, il faut le dire. À construire des routes, des voies ferrées, des ports. Mais au fond, on aurait pu construire ces voies ferrées et ces ports à partir d'un travail libre. Le problème, c'est que on voulait faire une colonisation qui ne coûta pas cher. Il aura fallu attendre des semaines pour que la conférence aborde la question qui taraude tous les esprits. Celle des règles d'occupation future de l'ensemble de l'Afrique. Sans motif réel de conquête, les diplomates s'agitent et gesticulent. Leurs paroles révèlent crûment la soif sans limite de domination sur le monde entier de l'homme blanc de la fin du XIXe siècle. Messieurs, permettez-moi de vous rappeler quels sont les points essentiels pour le gouvernement allemand. La puissance qui prendra possession d'une portion de la côte africaine devra en avertir les autres puissances, garantir la paix, les droits acquis et, le cas échéant, la liberté de commerce sur ces territoires. Je n'ai reçu aucune instruction de mon gouvernement sur ces points. Messieurs, avant tout débat, je propose d'écouter la proposition précise rédigée par la délégation allemande. Premier point. La puissance qui prendra possession d'un endroit sur les côtes d'Afrique enverra une notification aux autres puissances afin d'y faire valoir, s'il y a lieu, leur réclamation. Deuxième point, la dite puissance reconnaît l'obligation d'y établir une juridiction suffisante pour y faire observer la paix et garantir la liberté de commerce. Sur ces deux points, la proposition allemande appelle-t-elle des remarques de l'un ou l'autre d'entre vous? Nous sommes tous d'accord ici pour que les occupations futures soient effectives et non pas simplement nominales.
On ne saura donc mettre trop de précision pour sanctionner le principe des occupations nominales. C'est l'Angleterre qui est visée. Depuis des années, l'Allemagne et la France s'insurgent contre les occupations de papier anglaises. De simples accords de protection. Messieurs, j'adhère en général au projet de déclaration. Mais l'efficacité serait plus grande si, au lieu de viser les occupations nouvelles sur les côtes africaines, la proposition visait les occupations nouvelles en Afrique tout entière. Définissons d'abord les modalités de ces occupations nouvelles. Nous étudierons ensuite leurs éventuelles extensions. Soit. Mais un dernier point de détail cette fois. La Grande-Bretagne propose de joindre à la notification d'occupation une description des territoires auxquels elle se rapporte. Une description au moins sommaire. Toute délimitation pose des difficultés, notamment à cause de l'imprécision des titres des chefs indigènes avec lesquels les acquéreurs auront parfois à traiter. L'adjectif sommaire tient justement compte de cette imprécision. Enfin, messieurs, libre à chaque État de demander les précisions qu'il souhaite à la puissance notifiant de nouvelles occupations. Il s'agit là d'une question de courtoisie. Sur quoi des réclamations pourraient-elles porter si aucune désignation des territoires revendiqués n'était notifiée? Il est certain qu'une description des territoires est nécessaire dans la notification, mais une description approximative. Ne pourrait-on limiter la notification des territoires aux seules côtes? La précision sera beaucoup plus grande qu'à l'intérieur des terres. Naturellement. Parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où les circonstances poussent inévitablement à étendre un territoire vers l'intérieur. Les États-Unis souhaiteraient que les puissances procédassent à une délimitation de leurs possessions actuelles, afin d'éviter, dans l'avenir, conflits et réclamations. La France est visée. Elle refuse obstinément que la conférence statue sur les possessions actuelles. La vraie raison, la France est incapable de prouver les limites des territoires qu'elle revendique. Je voudrais vous rappeler que l'invitation faite aux puissances à cette conférence ne vise que des occupations futures. Monsieur, je voudrais également voir proclamer l'interdiction de la possession d'esclaves nègres par des Blancs. Rappelons également à Monsieur de Penafiel que la déclaration a pour objet d'édicter l'obligation de certaines formalités et non de conditions morales. Votre proposition pourra néanmoins trouver sa place dans l'article déjà étudié consacré à l'esclavage. Je rappelle qu'il a été entendu qu'une disposition générale serait insérée dans l'acte final, en vue de l'adhésion de puissances non présentes à la conférence. Je pense en particulier à l'Association internationale du Congo, bien sûr. Je voudrais être bien certain que les obligations ne porteront pas seulement sur les possessions futures, mais l'application de ces règles aux possessions actuelles me paraîtrait un progrès utile à réaliser. Les règles établies pour les occupations futures constitueront un exemple. Libre aux puissances de les étendre à leurs anciennes possessions. Mon gouvernement soutiendrait le principe qui viserait le consentement volontaire des indigènes dont le pays est pris en possession sans qu'il n'ait provoqué d'acte d'agression. Dans le cas contraire, les puissances signataires apprécieront les conditions pour que l'occupation soit reconnue comme valable. Les puissances auront le loisir de poser les questions qu'elles souhaitent avant de reconnaître une occupation comme effective. Nous sommes d'accord que seules les occupations nouvelles sur les côtes du continent africain sont visées par cette conférence. Mon gouvernement tient en particulier à souligner que l'île de Madagascar reste en dehors de ces dispositions. Messieurs, en tant que représentants de l'Empire ottoman, les affaires de l'Égypte m'importent. Les décisions prises à la conférence ne sauraient donc concerner les territoires situés au nord et à l'est de l'Afrique. Messieurs, toutes vos observations conformes à l'esprit de la conférence prendront place dans le protocole. Comme souvent dans ces grandes réunions diplomatiques internationales, tout n'apparaît pas dans le protocole officiel. En particulier, les résultats des négociations secrètes. Ici, la répartition des côtes africaines. Pourtant, les cartes de la conférence versées aux archives en portent les stigmates. Ici, un trait rouge découpe les frontières du futur Cabinda attribué au Portugal. Là, un G, pour Germanie, marque la future Namibie allemande, au milieu de laquelle les Anglais se réservent l'enclave de Walvis Bay. Quant au golfe de Guinée, il est réparti entre tous, Portugal, Espagne, France, Allemagne et Royaume-Uni.
le futur tracé des frontières africaines ne remettra jamais en cause cette répartition secrète des côtes. Puis, il y a eu l'article 35, l'occupation effective. C'est une chose de dire théoriquement « ceci est ma sphère d'influence » ou « ceci est mon hinterland, mon arrière-pays », mais vous devez nous prouver que vous y avez établi une administration. C'est à ce moment-là que la ruée sur l'Afrique est devenue une course d'obstacles. Tout le monde s'est mis à courir d'un endroit à l'autre pour occuper des territoires et y planter ses drapeaux. Alors il faut bien dire qu'avant Berlin, les frontières existaient dans l'Afrique précoloniale. Mais il faut préciser tout de suite que ces frontières précoloniales avaient très peu à voir avec l'idée, disons, moderne de la frontière, qui est au fond une invention récente, d'une part parce que la frontière ne constituait jamais une limite infranchissable. La frontière était en général une zone de négociation et de marchandage. Elle était en fait un espace de mixité et de rencontre, et jamais une ligne de séparation. L'institution frontalière avait pour fonction principale de tisser des liens. Tous les pays, les uns après les autres, en coulisses, ont avalisé le projet de Léopold II. C'est lui, le vrai vainqueur de la conférence de Berlin. Il n'y a qu'à voir l'air triomphal du colonel Stroh, le président de l'Association internationale, pour s'en convaincre. Messieurs, chers amis, je voudrais vous faire part d'une lettre qu'en tant que président de l'Association internationale du Congo, j'ai envoyée au chancelier Bismarck. L'Association internationale du Congo a conclu avec toutes les puissances présentes à la conférence des traités reconnaissant son pavillon comme celui d'un État ou d'un gouvernement ami. Les délibérations de l'éminente Assemblée, qui siège à Berlin, ont contribué à hâter cet heureux résultat. La conférence voudra bien considérer l'avènement d'un pouvoir qui se donne pour mission exclusive d'introduire au centre de l'Afrique la civilisation et le commerce. Tous nous rendons justice au but élevé de l'œuvre à laquelle Sa Majesté le roi des Belges a attaché son nom. J'émets le vœu que l'État du Congo, aux limites désormais précises, pourvoie d'un gouvernement le vaste pays qu'il est appelé à faire fructifier. On croyait que l'entreprise philanthropique du roi des Belges était au-dessus de ses forces. Nous voyons maintenant qu'il avait raison et que son idée n'était pas une utopie. Le gouvernement américain a, le premier, reconnu l'association comme celle d'un pays ami, heureux d'avoir été suivi par les puissances du Vieux Monde. Il lui reste à souhaiter que l'association participe aux actes de la conférence. Alors l'accord a été finalement arraché, Léopold II faisant des concessions aux Français. Mais en leur accordant ces concessions, il a pensé qu'on va annexer à l'accord avec la France une carte. Je vais utiliser la carte que les Français ne connaissent pas, que Bismarck a approuvée, mais j'y ajoute tout un morceau, sans le dire à personne. Et donc il a agrandi d'un coup de crayon aussi toute une région au sud-est du Congo actuel, qui fait que le Katanga actuel devenait tout d'un coup un territoire dépendant de ce futur État. Les Français n'avaient Dieu que pour la région du Congo et n'ont pas fait du tout attention à ce qu'ils exigeaient dans des régions lointaines du Katanga.
dont d'ailleurs personne ne connaissait grand-chose à ce moment-là. Donc c'était un négociateur impitoyable. Moins de 3 mois après la fin de la conférence, Léopold II confisquera le Congo à la couronne pour l'intégrer à ses possessions personnelles. Quelques années plus tard, ce territoire, comme le Congo français, sera mis en coupe réglée. Les maladies, les famines et les sévices dus à l'exploitation du caoutchouc y feront des millions de morts. Rien de tout cela n'était prévisible à la conférence de Berlin. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Je voudrais tout d'abord vous exprimer mes regrets personnels. Mon état de santé m'a empêché de m'associer à une partie de vos travaux. Je les ai néanmoins suivis avec bienveillance. Messieurs, je crois répondre au sentiment de l'Assemblée en prenant acte de l'adhésion de l'Association internationale du Congo à nos résolutions. Notre conférence est arrivée au terme de ses travaux. Je suis heureux qu'une entente complète ait été établie sur tous les points du programme qui nous avait été soumis. Les résolutions prises assurent au commerce de toutes les nations le libre accès au centre du continent africain. La liberté de circulation sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Vous avez tenu à prévenir les contestations auxquelles de nouvelles prises de possession sur les côtes d'Afrique pourraient donner lieu. Messieurs, je suis chargé par Sa Majesté l'Empereur et Roi, mon auguste maître, de vous exprimer ses remerciements les plus chaleureux. Fort bien. Nous allons donc pouvoir passer à la signature. Messieurs, au succès de la conférence. À Bismarck. À Bismarck. Chancelier Bismarck. Chancelier Bismarck.